Le mot Einstein est aujourd'hui perçu comme synonyme du mot génie. Alors, qu'est-ce qui le rend si immortel? Son intelligence, sa détermination, ses inventions, tout est énergie, c'est tout. Si vous vous connectez à la fréquence de la réalité que vous voulez, vous obtiendrez inévitablement cette réalité. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Une question pour vous. Comment une personne peut-elle décrire l'univers d'une manière aussi claire et compréhensible après des heures, des semaines, des mois, voire des années de réflexion? Pourquoi personne d'autre n'a pu le faire avant lui? Avant cela, personne ne le pouvait car les conditions n'étaient pas encore réunies. Mais plus important encore, l'intelligence et la ténacité au travail d'Einstein étaient sans précédent. Einstein a relevé les secrets de l'univers à la fois avec des expériences de pensée et avec des équations mathématiques. Il s'est rendu compte que la physique newtonienne qui avait été acceptée pendant 250 ans avant lui avait des lacunes. Il a changé à jamais notre compréhension de l'univers avec des théories de la relativité générale et restreinte. Il a remporté le prix Nobel de physique pour avoir expliqué l'effet photoélectrique. Alors, comment a-t-il fait tout cela? Êtes-vous prêt à écouter l'histoire de la vie du plus grand physicien? Einstein nous apprendra des grandes leçons, pas seulement en tant que scientifique, vous apprendrez beaucoup de lui en tant que philosophe. Installez-vous bien. Revenons d'abord à l'enfance d'Einstein, comme nous l'avons fait avec Marie Curie dans la vidéo précédente. Voyons quel genre de garçon était l'homme qui a changé le monde. Quel genre d'élève était-il? Comment était la vie des familles? Né le 14 mars 1879 à Ulm, en Allemagne, sa mère a été choquée à la naissance du petit Albert. La tête du bébé avait une forme particulière. En plus, c'était une grosse tête. Le médecin a calmé la mère et a dit que la tête du bébé pouvait être comme ça juste après la naissance et que la taille s'améliorait avec le temps. Il avait raison. En quelques semaines, sa tête avait atteint une taille normale. Cependant, cette forme de tête pointue ne changera pas tout au long de sa vie. Comme vous pouvez le comprendre, ce n'était pas la forme de la tête qui rendait Einstein différent. Ce qui le rendait différent, c'était son cerveau. Une autre chose inhabituelle, le petit Albert a commencé à parler assez tard, à tel point que sa famille a commencé à se demander s'il avait un handicap mental. Quand Albert avait 2 ans et demi, sa sœur Maja est née. La mère d'Einstein aimait la musique. Pour cette raison, elle a fait suivre à ses 2 enfants des cours de musique quand il était très jeune. Einstein a commencé à jouer du violon à l'âge de 6 ans et a suivi des cours jusqu'à l'âge de 13 ans. De cette façon, il n'a jamais perdu son intérêt pour la musique tout au long de sa vie. Dans son enfance, Albert Einstein avait une caractéristique commune à tous les scientifiques. Pourriez-vous deviner ce que c'est? Bien sûr, un fort sens de la curiosité. Son premier intérêt pour la science a commencé à l'âge de 5 ans lorsque son père lui a montré une boussole. Ce qui frappa Albert fut ceci. Comment l'aiguille savait-elle où pointer alors que rien ne touchait l'aiguille de la boussole? Dans les années suivantes, il dira « Je me souviens encore, ou du moins je pense pouvoir le faire, que cette expérience m'a marqué profondément et durablement. Il devait y avoir quelque chose de caché profondément derrière les événements. » Il est remarquable, les amis, que le premier souvenir scientifique d'Einstein concernait le magnétisme, car des années plus tard, l'une des réalisations de la théorie de la relativité serait le magnétisme et l'électricité étaient en fait un seul phénomène appelé électromagnétisme. Einstein avait déjà commencé à lire des livres de vulgarisation scientifique au cours de ses années de lycée. Ceux-ci lui ont été recommandés par un étudiant juif de Russie nommé Max Talmud. La famille Einstein invitait Talmud à déjeuner tous les jeudis. Talmud et Einstein ont passé des heures à discuter de ces livres. Talmud, un étudiant universitaire plus âgé que Einstein, s'est vite rendu compte qu'Einstein n'était pas un garçon ordinaire. Ensemble, ils ont parlé non seulement des sciences et des mathématiques, mais aussi de la philosophie. Lorsque Talmud a apporté la critique de la raison pure de Kant, Einstein n'a eu aucun mal à comprendre le livre et a commencé à parler de Kant dans son école. À l'âge de 11 ans, Einstein a également suivi des cours de religion à la maison selon la tradition juive. Durant cette période, il commença à ressentir un grand enthousiasme religieux. Il voulait donner l'exemple à sa famille non religieuse en remplissant toutes ses obligations religieuses. Mais sa ferveur religieuse ne dura pas longtemps. Au fil du temps, il a vu que les livres scientifiques qu'il lisait contredisent les livres saints. Il a alors commencé à douter de toutes sortes d'autorités et à développer une attitude sceptique. Plus tard dans sa vie, il expliquera ses idées sur Dieu comme suit. Je ne peux pas penser à un Dieu qui récompense et punit ses créatures ou qui a une volonté semblable à celle que nous éprouvons en nous-mêmes. Si cet être est omnipotent, alors chaque événement, chaque action humaine, chaque pensée humaine, chaque émotion humaine et chaque rêve est aussi son produit. Comment pouvons-nous tenir les gens responsables de leurs actions et de leurs pensées lorsqu'un tel être les guide?
tout en punissant et en récompensant, il évalue ses propres actions jusqu'à un certain niveau. Comment cela peut-il être combiné avec la bonté et la justice qui lui sont associées? De même, je ne peux ni ne veux penser à un individu vivant après sa mort physique. Que les âmes faibles pensent ainsi par peur ou par égoïsme absurde. Je suis heureux de prendre conscience et d'essayer de voir le mystère de l'infini, de la vie et de la merveilleuse structure du monde concret. Qui se révèle en harmonie avec tout ce qui existe dans la loi. Je crois au Dieu de Spinoza qui ne se limite pas au destin et aux actes de l'homme. L'une des grandes fortunes d'Einstein dans la vie était son oncle Jacob. C'est lui qui a fait aimer l'algèbre et la géométrie à son neveu. La géométrie a particulièrement fasciné Einstein. Son oncle Jacob a soutenu l'intérêt croissant d'Einstein pour les mathématiques et lui a souvent donné des problèmes d'algèbre et de géométrie à résoudre. Lui avait également donné un livre sur la géométrie afin qu'il puisse mieux comprendre les sujets. Dans les années suivantes, Einstein dira: au début de l'année scolaire à l'âge de 12 ans, j'ai eu une deuxième curiosité tout à fait différente. Avec un livret sur la géométrie du plan euclidien, il y avait de telles affirmations dans ce livret qu'elles pouvaient être prouvées avec suffisamment de certitude pour ne laisser aucune place au doute. Cette clarté et cette certitude m'ont laissé une impression indescriptible. Einstein a passé les premières années de sa vie à Munich. Il a fréquenté un lycée catholique appelé Luitpold Gymnasium, qui semblait avoir plus de discipline militaire que l'école primaire. Maintenant, je vais vous montrer une photo. Cette photo vous dit quelque chose? Einstein est sur cette photo avec ses camarades de classe. La classe est entièrement composée d'étudiants masculins. Au premier rang, le troisième enfant à partir de la droite est Einstein. Discipline extrême, c'était quelque chose que le petit Albert n'aimait pas du tout. Il a même qualifié ses professeurs de sergents, de lieutenants, etc. Einstein n'était certainement pas un mauvais élève en fait. Il a grandi comme un enfant parfaitement normal. Ce n'était pas un enfant miracle, c'était juste un étudiant très talentueux et indépendant. Il n'aimait pas les méthodes d'enseignement rigides et par cœur utilisées dans les écoles allemandes qu'il fréquentait, ce qui lui causait des conflits avec ses professeurs. Il était constamment en conflit avec eux. Cette indépendance s'est transformée en rébellion durant ses années de lycée et universitaire. Beaucoup de ses professeurs lui ont dit qu'il ne pourrait rien accomplir. Mais comme vous le savez, ils se sont trompés. La meilleure université d'Europe pour étudier les sciences et l'ingénierie en dehors de l'Allemagne était l'école polytechnique fédérale suisse de Zurich. Einstein a donc passé les examens à l'âge de 16 ans. Il excellait en mathématiques et en physique, mais échouait à d'autres examens. Le directeur de l'école polytechnique avait remarqué le talent d'Einstein. C'est pourquoi il en a fait une feuille de route. Selon le plan, Einstein suivrait des cours de langue et de sciences pendant un an dans un lycée d'Aarau, à quelques kilomètres de Zurich. Cette école était une école moderne avec une très bonne réputation pour l'enseignement scientifique. Le plan était parfait. Einstein a passé l'année la plus heureuse et la plus productive de sa vie à Aarau. C'est dans cette école que sa passion pour le traitement des sciences s'est manifestée, parce que cet endroit n'était pas comme les précédents. Il y avait une atmosphère détendue et les étudiants étaient encouragés à penser de manière indépendante. Après avoir été diplômé de l'école d'Aarau à l'automne 1896, Einstein a été accepté à l'école polytechnique fédérale suisse. Il entame une formation de 4 ans qui le conduira à devenir professeur de mathématiques et de physique. Le département de physique se trouvait dans un grand bâtiment moderne et était très bien équipé. À la fin des années 1800, Einstein menait la vie de n'importe quel étudiant européen. Par exemple, il avait l'habitude de traîner avec ses amis dans les bars locaux. Il discutait sciences et philosophie autour d'un café. De plus, Einstein était populaire auprès des femmes qui le trouvaient attirant et beau. Il aimait être avec elles, ce qui lui causerait des ennuis lorsqu'il se marierait. Pendant la majeure partie de sa vie, en particulier dans sa jeunesse, Einstein était un bel homme qui attirait les femmes. Mais vivre avec lui n'était pas facile pour une femme. Pour Einstein, la physique venait en premier et les relations individuelles n'étaient pas si importantes. En fait, il était initialement éperdument amoureux de sa première femme, Mileva Maric. Mais au fil des années, sa passion pour la science avait remplacé sa passion pour sa femme. Rencontre avec sa première femme, Mileva Maric. Mileva est née en Hongrie en 1875. Elle avait 4 ans de plus qu'Einstein. Ils ont étudié ensemble à l'école polytechnique. La seule étudiante de la classe était Mileva. Au cours de la première année d'Einstein à l'école, ils ont commencé une relation amoureuse. Ils ont étudié la physique ensemble, étudié et discuté des livres. Mileva était catholique, ce qui fait un peu de différence avec Einstein. Mais malgré tout, ils vont se marier en 1903. C'est ce que vous appelez le pouvoir de l'amour, n'est-ce pas? Je pense qu'il est trop tôt pour se décider. Attendez à la fin de l'histoire, les amis. En 1900, Einstein a finalement obtenu son diplôme de physique de l'université. Il voulait trouver un poste d'assistant à l'université afin de pouvoir faire des recherches pour son doctorat. Mais pendant ses années universitaires,
Il a irrité nombre de ses professeurs avec ses attitudes rebelles. Ses professeurs n'aimaient pas non plus qu'Einstein assiste au cours, qu'il étudie les matières qu'il voulait. Après que les professeurs aient écrit leurs lettres de recommandation, Einstein n'a pas pu trouver de poste à l'école polytechnique. Il a également cherché des postes en envoyant des articles de recherche à d'autres universités, mais n'a reçu aucune réponse positive. Le génie des génies a été abandonné. Après avoir obtenu son diplôme, Einstein a passé 2 ans à lutter pour trouver un poste d'enseignant, sans succès. Finalement, le père d'un ancien camarade de classe lui a trouvé un emploi d'inspecteur adjoint dans un bureau de brevets à Berne. En un miracle, nous arrivons maintenant à l'année 1905, mes amis. Annus Mirabilis, on l'appelle donc l'année miraculeuse. À 26 ans, il allait faire une révolution et combler les lacunes de la physique newtonienne et révéler parfaitement les lois de la nature. Voyons, vous avez obtenu votre diplôme en tant que diplômé en physique de l'université. Ensuite, vous avez commencé une vie professionnelle à l'office des brevets en Suisse. Vous avez également beaucoup de temps libre. Vous n'avez pas eu la possibilité de devenir éducateur parce que vous vous êtes mal comporté avec certains de vos professeurs à l'université. Mais votre intérêt pour la science ne s'est jamais arrêté. C'est pourquoi votre esprit est toujours tourné vers la physique pendant vos temps libres. Vous fixez le plafond de votre bureau et réfléchissez pendant des heures, des semaines, voire des années. Comment venir? Et si je pouvais rouler sur un rayon de lumière, si le soleil disparaissait soudainement, les planètes seraient-elles immédiatement hors de leur orbite? Une personne dans un ascenseur en chute aurait-elle connu un environnement sans gravité comme dans l'espace? Que se passe-t-il si un homme monte dans un vaisseau spatial et que ce vaisseau spatial maintient un mouvement linéaire avec une accélération constante? Beaucoup de questions. Bien sûr, Einstein n'a pas trouvé toutes les théories qu'il a trouvées en se posant 3 ou 5 questions comme je l'ai expliqué ici. Il a réfléchi pendant des années, a écrit des équations mathématiques. Il a essayé et réessayé. Il a tellement essayé que même sa vie de famille a été bouleversée. Il a consulté ses amis. Il s'est tellement perdu dans certaines équations qu'il était sur le point d'abandonner. Mais malgré tout, il n'a pas baissé les bras. Article révolutionnaire. En cette année miraculeuse, Einstein a publié 4 articles qui allaient révolutionner la physique. Avec 2 de ces articles, il a révolutionné la compréhension de l'espace et du temps qui avait été dominé par la mécanique newtonienne pendant plus de 200 ans. L'un d'eux était lié à la théorie de la relativité restreinte. Les articles n'ont pas été publiés historiquement dans l'ordre dans lequel ils sont présentés ici. Avec la relativité restreinte, Einstein a réconcilié les équations électromagnétiques de Maxwell avec les lois de la mécanique. En transformant des expériences de pensée en équations mathématiques, il nous a expliqué l'importance de la relativité. Alors il a dit, essayez de regarder à partir de différentes fenêtres et vous trouverez des résultats différents. Le temps n'est pas absolu comme le disait Newton. C'est relatif. De plus, l'espace et le mouvement sont relatifs, tout comme le temps. L'espace-temps est un tout. Un événement simultané pour un observateur ne peut pas se produire simultanément pour un autre observateur, puisqu'il faut une quantité de mouvement et une énergie infinie pour accélérer des objets massifs à la vitesse de la lumière. Ils ne peuvent jamais atteindre la vitesse de la lumière. Les objets sans masse doivent voyager à la vitesse de la lumière. De plus, la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs. Le deuxième article portait sur l'équation masse-énergie. Einstein a montré ici que la masse et l'énergie sont la même chose. Il a développé une preuve pour E est égal à mc carré, l'équation la plus connue en physique. Jusque-là, personne n'avait fait le lien entre la masse et l'énergie. Au Xe siècle, personne ne connaissait la perte de masse après transformation, car les chimistes ne disposaient pas d'instruments de précision. La perte de masse après des réactions simples n'a pas pu être remarquée. Einstein, d'autre part, construisait les fondations de la science moderne en détruisant tout ce qui était connu. Pour Einstein, tout était énergie. En d'autres termes, les substances étaient aussi des énergies très denses. Après des réactions chimiques, une partie de la masse, bien que faible, a été convertie en énergie. L'équivalence masse-énergie qu'il a formulée avec l'équation E est égale à mc carré a expliqué comment les étoiles génèrent de l'énergie et a ouvert la voie à la technologie nucléaire. Le troisième article expliquait le mouvement brownien. Avec cet article, Einstein a présenté une preuve de l'existence des atomes. Il a également déterminé la relation mathématique entre le mouvement et la taille moléculaire. Ainsi, il a été possible de calculer la taille des molécules et des atomes. Ce travail d'Einstein a également fourni un soutien au domaine de la mécanique statistique. Le quatrième article portait sur l'effet photoélectrique et ses contributions au domaine de la physique lui valurent plus tard le prix Nobel de physique en 1921. L'effet photoélectrique a été l'un des événements les plus importants de l'histoire de la physique. Avec cet article, Einstein a suggéré que la thèse de Planck selon laquelle le rayonnement est constitué de quanta, qui a été proposée comme solution au dilemme du rayonnement du corps noir, est également valable pour la lumière. En d'autres termes, la lumière était à la fois une onde et constituée de particules appelées photons. Il a montré que
que si des quantas de lumière entraient en collision avec une surface métallique, des électrons seraient éjectés de la surface métallique avec une énergie qui dépendait de la longueur d'onde de la lumière. Plus la lumière est bleue, plus l'énergie des électrons éjectés est élevée. Einstein a ainsi expliqué un effet qui a ouvert la voie à de nombreuses technologies que nous utilisons aujourd'hui. Il a également apporté une contribution importante à l'établissement des bases de la mécanique quantique. Son travail, bien sûr, ne s'est pas limité à ces 4 articles au total. Il produira plus de 200 articles scientifiques et plus de 150 ouvrages non scientifiques. Malgré les articles miraculeux qu'il a publiés en 1905, Einstein travaillait toujours au bureau des brevets parce que le monde scientifique n'était pas encore conscient qu'il pouvait être le plus grand physicien de tous les temps. En tout cas, ces théories n'ont pas été immédiatement acceptées au début. Elles étaient étranges. Sa notoriété grandit peu à peu. D'abord, les physiciens ont commencé à venir dans son bureau. Ils se demandaient comment l'esprit de quelqu'un qui n'avait jamais été dans un laboratoire de sa vie pourrait être si près de révéler le secret de l'univers. Puis les papiers d'Einstein sont tombés entre les mains du physicien le plus important de l'époque, Max Planck, un autre des physiciens allemands qui a développé la théorie quantique. Ainsi, les portes commencèrent à s'ouvrir les unes après les autres. Théorie de la relativité générale. Après avoir expliqué sa théorie de la relativité restreinte, Einstein a commencé à spéculer sur la manière d'incorporer la gravité dans ce cadre relativiste. Le vrai problème était d'expliquer la gravité. Il a tellement réfléchi à cette question et a fait tellement de recherches que l'ère de Newton finirait par prendre fin et que l'ère d'Einstein commencerait après 230 ans. La relativité restreinte était limitée aux systèmes lisses, linéaires et non accélérés. La relativité générale comprenait également des systèmes se déplaçant avec une accélération relative. Einstein savait qu'un plan qui pourrait être expliqué avec une géométrie euclidienne bidimensionnelle ne serait pas suffisant pour décrire l'univers. Il voulait comprendre la gravité que Newton ne pouvait pas définir et atteindre le secret de l'univers. Ici, Max Planck a fait une phrase à Einstein qui m'a fait sourire. Bien sûr, vous pouvez travailler sur la gravité, mais vous n'y arriverez pas. Même si vous l'êtes, personne ne vous croira. En 1907, Einstein a mené une expérience de pensée simple sur un observateur en chute libre. À partir de cette expérience qu'il a qualifiée de la pensée la plus heureuse de sa vie, il a entamé une recherche de 8 ans sur la théorie de la relativité générale. La pensée la plus heureuse de sa vie. L'expérience était: que se passe-t-il si les cordes de l'ascenseur se rompent alors qu'une personne se trouve dans l'ascenseur? Alors que l'ascenseur et la personne qui s'y trouve tombent au sol à la même vitesse dans le champ gravitationnel de la Terre. On se sent en apesanteur, n'est-ce pas? C'est comme si vous êtes dans l'espace. Eh bien, laissez la même personne être sur un vaisseau spatial loin de la Terre. Puisqu'il n'y a pas d'attraction gravitationnelle qui puisse garder ses pieds sur Terre, il est naturellement libre à l'intérieur du vaisseau spatial. Et si le vaisseau spatial se déplaçait maintenant? Au fur et à mesure que le vaisseau accélère, l'humain à l'intérieur tombe au fond du vaisseau dans la direction opposée du mouvement et sans qu'il est sous l'influence de la gravité. Donc, si l'accélération et la gravité créent la même sensation, pourrait-elle être la même chose? Oui. Avec cette expérience de pensée, Einstein a révélé le principe d'équivalence. Imaginons maintenant qu'un photon de lumière entre par la fenêtre du vaisseau dans le même vaisseau spatial. Ce photon tombe sur un point de l'autre côté du vaisseau, plus bas que celui où il est entré. Du point de vue des lumières à l'intérieur, le photon a la forme d'une courbe. Si l'accélération et la gravité sont la même chose et que l'accélération peut plier la lumière, alors selon le principe d'équivalence, la gravité doit également plier la lumière. Tout le monde était étonné et se demandait comment a-t-il pensé à ça. Einstein a dit: l'imagination est plus importante que la connaissance parce que la connaissance est limitée à ce que nous savons et comprenons actuellement. Ici, Einstein a traversé des périodes très douloureuses à partir de ses expériences de pensée difficiles et épuisantes. Mais ce qu'il a trouvé à la fin était incroyable. La gravité plie l'espace. La gravité n'était pas une force mystérieuse de corps massif comme l'a dit Newton. Chaque objet provoquait une torsion dans le tissu de l'espace-temps. Ce n'est donc pas l'espace qui nous tire, c'est l'espace qui nous pousse. La Terre n'était rien de plus qu'une sphère tombant constamment dans la courbure du tissu de l'espace-temps du Soleil. C'est comme une chute sans fin. Le monde était sur le point de changer. Tout à coup, tout le monde a vu cet agent de brevet allemand briser les idées de gravité de Newton. La nouvelle théorie de la gravité d'Einstein pourrait même expliquer le déplacement du périphérie de Mercure, ce que la théorie de Newton ne pouvait pas expliquer. Prouver la théorie de la relativité. Mais ces études théoriques avaient besoin de preuves physiques, c'est-à-dire d'être étayées par des expériences. Einstein a continué à travailler pour développer davantage sa théorie. La théorie de la relativité générale était si complexe que peu de gens pouvaient la comprendre. Même le physicien américain Richard Feynman a dit un jour:
Je ne comprends toujours pas ce que tu penses de ça. Einstein savait que la seule façon de prouver sa théorie était une éclipse solaire. La théorie d'Einstein pourrait être prouvée si lors d'une éclipse solaire totale, il était possible de voir si la lumière des étoiles autour du Soleil était courbée. Parce que l'objet avec la plus grande masse dans notre système était le Soleil. Et c'était le seul qui pouvait causer le plus de courbure dans l'espace-temps. Il suffisait d'une éclipse pour bloquer sa lumière brillante. En 1919, l'astronome britannique Arthur Eddington et son équipe ont tenté d'observer l'éclipse solaire pour prouver la théorie de la relativité générale. Il a confirmé que lors d'une éclipse solaire totale le 29 mai 1919, la lumière des étoiles était courbée par le Soleil de la même manière que la relativité générale l'avait prédit. Einstein avait raison. La théorie a fait ses preuves. Ce jeune homme, dont le nom est inconnu en dehors des cercles scientifiques, s'est soudain mis à décorer les gros titres des journaux du monde. C'est vite devenu un phénomène. Il a reçu des invitations du monde entier et a été accueilli par des milliers de personnes partout où il est allé. Les gens savaient qu'Einstein faisait quelque chose de très important, mais personne ne comprenait vraiment ce qu'il faisait. En fait, qu'on a un jour demandé à Eddington s'il était vrai que seules 3 personnes comprenaient la relativité. L'astrophysicien britannique plein d'esprit s'est arrêté. J'essaie de découvrir qui est la 3e personne. Einstein a quitté son emploi au bureau des brevets en 1919, après que sa théorie de la relativité restreinte et générale n'était pas encore prouvée. De 1919 jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours travaillé comme professeur dans différentes institutions. Mais il s'est toujours souvenu de ces années au bureau des brevets comme des jours les plus heureux et les plus libres de sa vie. C'était l'endroit où le monde a changé. L'échec du mariage d'Einstein. Le grand génie a eu un succès incroyable dans le monde scientifique, mais malheureusement, il n'a pas pu afficher la même réussite dans sa vie conjugale. Sa femme Mileva était déprimée, il n'y avait pas d'ordre dans la maison. Einstein essayait d'être utile. En 1910, la naissance de leur 2e enfant. Pendant un certain temps, leur relation s'est améliorée, mais cela n'a pas duré longtemps non plus. Mileva a continué à être déprimée, jalouse des femmes avec qui Einstein passait du temps. Lorsque Einstein accepta l'offre de l'université de Berlin en 1914, il s'est rendu à Berlin avec sa famille. Mileva n'était pas du tout heureuse de vivre dans cette ville. Plus important encore, la cousine d'Einstein, Elsa, y a également vécu. Mileva était jalouse d'Elsa. Et les Allemands méprisaient les personnes d'origine serbe comme Mileva. Finalement, ce que Mileva craignait lui est arrivé. Einstein a commencé à voir Elsa très souvent. C'était le début de la fin. Ils se sont disputés. Einstein a quitté la maison. Mileva et les enfants sont retournés à Zurich. Lors d'une visite pour voir ses enfants en 1916, Einstein a proposé à Mileva de divorcer. Ils divorcent en 1919. Après ce divorce, Einstein était désormais libre d'épouser Elsa. En fait, il n'y avait pas de passion entre eux. Mais lorsque Einstein souffrait d'ulcères à l'estomac et de jaunisse, Elsa prenait bien soin de lui et cuisinait de la bonne nourriture. Cela a créé un environnement approprié pour son travail et a facilité la vie d'Einstein. Ainsi, 3 mois après le divorce avec sa première femme, Albert et Elsa se sont mariés. La réputation d'Einstein augmentait et il était attiré par les femmes, ce qui était également un problème lors de son 2e mariage. Mais ils ont quand même eu un mariage heureux jusqu'à la fin de la vie d'Elsa, quand Elsa mourut aux États-Unis en 1936. La montée du parti nazi et la citoyenneté américaine. En 1914, Einstein était revenu de Suisse en Allemagne à la demande personnelle de Max Planck. Mais en 1933, le parti nazi est arrivé au pouvoir en Allemagne et l'antisémitisme était en hausse. Einstein a dû quitter l'Allemagne pour cette raison. Il s'est installé aux États-Unis. Il a travaillé à l'Institute for Higher Research à Princeton, New Jersey. Il devient citoyen américain en 1940. C'est là qu'il vivra désormais jusqu'à sa mort en 1955. Tout au long de sa vie, Einstein s'est décrit comme un antimilitariste et un pacifiste. Cependant, la crainte que les nazis développent une bombe nucléaire inquiète le monde entier. Einstein pensait que quelqu'un comme Hitler ne pouvait être arrêté que par la force brute. Leo Szilard, Albert Einstein et un groupe de scientifiques ont écrit une lettre au président américain Roosevelt. Il y avait des avertissements dans la lettre que les scientifiques allemands pourraient gagner la course à la bombe atomique et que Hitler serait très désireux d'utiliser cette arme. En fait, cette lettre n'a pas déclenché directement la construction de la bombe atomique, mais l'a facilité. Alors les États-Unis ont lancé le projet Manhattan. Mais lorsque les nazis ont été vaincus, il n'était pas nécessaire d'utiliser la bombe atomique. Mais comme vous le savez, l'Amérique a largué 2 bombes atomiques sur le Japon pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Après cette tragédie, Einstein a exprimé son regret comme suit. Si j'avais prédit qu'Hiroshima et Nagasaki se produiraient, j'aurais déchiré ma formule en 1905. Dans les années suivantes, ils ont publié un manifeste contre les armes nucléaires avec Bertrand Russell. Einstein, qui a fait de nombreuses découvertes tout au long de sa vie, a grandement contribué au développement de la
théorie quantique avec son article expliquant l'effet photoélectrique. Mais il n'était pas du tout satisfait à la direction que prenait la théorie. Einstein était assez sceptique quant à certaines des conséquences de la mécanique quantique, en particulier le principe d'incertitude de Heisenberg. Niels Bohr était l'un des physiciens qui ont joué un rôle important dans le développement de la théorie quantique et n'était pas d'accord avec les idées d'Einstein. Une discussion amicale et respectueuse s'ensuivit entre Einstein et Bohr. Einstein a essayé de réfuter le principe d'incertitude de la théorie quantique avec des diverses expériences de pensée, mais Bohr a convaincu Einstein et le monde en donnant des réponses cohérentes à ses critiques. Dans les années suivantes, les approches de Bohr seraient largement acceptées. Einstein, qui a grandement contribué au développement de la théorie quantique, semble cette fois avoir tort. Malgré sa vie de famille défaillante et le nazisme de sa ville natale, Einstein a vécu une vie généralement heureuse. Pour l'essentiel, sa vie consistait à travailler. Il était conscient qu'il est l'un des plus grands scientifiques du monde, peut-être même le plus grand. Il est devenu une légende de son vivant, mais il n'a jamais osé user de ses privilèges. Il ne se souciait pas d'argent. La plupart des gens qui l'ont connu diraient qu'il était une personne gentille et sympathique. La jeunesse arrogante et rebelle semblait avoir disparu, remplacée par un sage vertueux. Même ses homologues professionnels avaient un grand respect pour lui. Le 13 avril 1955, Einstein est victime d'une hémorragie interne. Il devait être opéré, mais il a refusé l'opération avec ces mots. Je veux y aller quand je veux. Il est désagréable de prolonger la vie artificielle. J'ai fait ma part, c'est le moment d'y aller et je veux le faire avec grâce. Son fils Anne Albert de Berkeley est venu à l'hôpital de Princeton. Même dans cet état, il voulait ses lunettes pour pouvoir continuer à travailler. Le 17 avril, il a commencé à travailler sur un calcul inachevé qu'il avait fait dans le cadre de sa théorie du champ unifié. Lorsqu'il mourut à 1h15 le lendemain matin, ses papiers étaient près de son lit. Selon ses propres mots, la fascination du travail s'est poursuivie jusqu'à son dernier souffle. Albert Einstein a passé la majeure partie de sa vie à essayer de trouver une théorie du champ unifié qui unifie toutes les théories. Il a dit dans ses propres mots qu'il voulait connaître les pensées de Dieu sous forme mathématique. Il ne voulait qu'une seule équation, quelques petits mouvements de crayon, une équation qui décrira la beauté et la noblesse de l'univers, contenant toutes les lois de la physique. Mais ce n'était pas le cas, il n'a pas réussi à atteindre le but de sa vie. Il ne pouvait pas le faire, mais nous avons beaucoup appris de lui. Einstein a révolutionné notre compréhension de l'univers avec ses théories de la relativité. Il a expliqué ce qu'est la gravité. Il a montré que l'espace et le temps ne font qu'un et ne peuvent être courbés. Il a prouvé que le temps est relatif. Il a montré que les choses sont différentes pour différents observateurs. Avec l'équation E est égal à mc carré, il a enseigné que la masse et l'énergie sont la même chose. Et il a expliqué comment le soleil produit de l'énergie. Il a permis de comprendre l'énergie nucléaire. Avec cette découverte, l'ère atomique a commencé. Notre histoire sur Einstein s'est terminée ici, les amis. Mais il semble que nous en reparlerons davantage. Il n'était pas qu'un scientifique, il était aussi un enseignant et un philosophe qui a enseigné au monde entier. Je veux donc terminer la vidéo avec ces mots. L'imagination est tout. C'est un aperçu des futures beautés de la vie. N'abandonnez jamais quelque chose que vous voulez vraiment faire. Une personne avec de grands rêves est plus forte qu'une personne qui connaît tous les faits. Une personne qui n'a jamais fait d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Apprendre d'hier, vivre aujourd'hui, espérer pour demain. L'important est de ne jamais cesser de se remettre en question. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et comme toujours, prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.